Je vais maintenant passer la parole à M. Gallois. Simplement en deux mots, hein, vous le connaissez tous. Il a été haut fonctionnaire, ensuite président de plusieurs grandes entreprises nationales et internationales. Pour ne pas les citer, SNECMA, Aérospatiale, SNCF, EADS, et puis encore maintenant président du conseil de surveillance de PSA. Vous avez été également commissaire général à l'investissement public. Et puis, vous êtes président de la Fédération des acteurs de la solidarité, dont vous direz peut-être deux mots à l'occasion de l'intervention sur TZC. Et puis, ce qui vous occupe beaucoup maintenant également, c'est d'être président du Fonds d'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. À la suite de l'intervention de Louis Gallois, nous passerons la parole un petit moment aux acteurs de Émergent dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc l'entreprise de Villeurbanne qui a été retenue comme expérimentale pour l'expérimentation Territoire zéro chômeur. Et j'aurai l'occasion de vous présenter les intervenants quand ils interviendront tout à l'heure. Voilà, je passe la parole à Louis Gallois. Merci beaucoup. Je vais tenir debout comme ça. Je verrai mieux. Je verrai Mme Comparini que je ne voyais pas cachée par l'écran. Merci de m'avoir invité. Je crois que c'est pour nous. Je dis pour nous parce que je ne suis pas seul. Je suis avec les responsables d'Émergent, les salariés d'Émergent. C'est une reconnaissance qui est apportée à cette expérimentation que de pouvoir l'évoquer devant vous. Comme vous l'avez dit, je suis arrivé à la présidence du fonds d'expérimentation parce que je préside la Fédération des acteurs de la solidarité qui réunit à peu près 900 associations qui sont engagées dans la lutte contre l'exclusion et contre la pauvreté. Des grandes que vous connaissez bien, l'Armée du Salut, Emmaüs, etc. Et puis des petites, des moyennes, de tous ordres. Et nous sommes présents évidemment dans la France entière et nous sommes engagés sur les champs de l'hébergement-logement, des migrants, de l'insertion par l'activité économique, des questions de santé pour les précaires, de défense des droits, défense des droits des personnes les plus fragiles, et puis plus sectoriellement de la lutte contre la prostitution, les sorties de prison, les femmes battues, etc. Donc des sujets qui sont des sujets lourds pour notre société. C'est à ce titre que le ministre de l'époque, qui était Madame El Khomri, le ministre du Travail, m'a demandé de présider le fonds d'expérimentation qui a été créé, je vais vous en dire deux mots, à la suite d'une loi. Mais avant cela, deux mots d'historique. C'est une idée qui vient d'une grande association qui s'appelle ATD, qui n'est malheureusement pas membre de ma fédération, mais enfin, personne n'est parfait, d'une ATD Carmonde, qui, sous l'impulsion d'un homme particulièrement créatif, qui s'appelle Patrick Valentin, et particulièrement engagé, a eu cette idée de dire, premièrement, le chômage de longue durée est un scandale. Le droit à l'emploi est dans la préambule de la Constitution, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas mis en œuvre. Donc il s'agit d'éradiquer le chômage de longue durée, rien que ça. Il y a quand même 3 millions de chômeurs de longue durée en France actuellement, hein, de l'ordre de 3 millions. Et il a eu une deuxième idée qui est s'il n'y a pas d'emploi, on va en créer. On va créer de l'emploi. Tous les schémas classiques, c'est d'aider les personnes qui sont très éloignées ou éloignées de l'emploi à aller vers les emplois existants. Il a dit comme les emplois existants, il n'y en a pas assez manifestement puisqu'il y a des chômeurs de longue durée, eh bien on va créer de l'emploi. Et on va faire des entreprises dont l'objet social est justement la création d'emplois. Chez PSA, l'objet social, c'est de faire des voitures. Eh bien là, c'est la création d'emplois. C'est une idée assez révolutionnaire.
Et je dois dire que, personnellement, j'étais assez sceptique au départ. Et j'ai même été assez critique, parce que j'étais habitué aux procédures que manie ma fédération, qui sont l'insertion par l'activité économique essentiellement, à laquelle d'ailleurs je reste très fortement attaché. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui vient nous faire la leçon d'une certaine manière, alors que nous avions le sentiment d'une efficacité assez forte de l'insertion par l'activité économique, qui d'ailleurs vient d'être reconnue par la Cour des comptes comme un mécanisme efficace pour lutter contre le chômage de longue durée. Mais là, on prenait les choses à l'envers. Et puis, vous savez, les choses évoluent. Et puis, en plus, Patrick Valentin, en particulier, a une capacité de conviction hors du commun. Donc, j'ai changé d'avis. Et je suis devenu un adepte de cette expérimentation au point de devenir le président du fonds d'expérimentation. Ce fonds d'expérimentation a été créé par une loi. Il y a une proposition de loi présentée par un député, Laurent Grandguillaume, qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. À l'unanimité. Je pense que c'est la seule loi qui ait été votée à l'unanimité. Alors, mon opinion personnelle, c'est que cette unanimité n'était pas une unanimité d'enthousiasme, mais que personne ne pouvait voter contre la lutte contre le chômage de longue durée, et que donc tout le monde a voté pour. Mais nous bénéficions de cela. 10 territoires ont été choisis à la suite d'un appel à projet pour cette expérimentation. Et parmi ces 10 territoires, il y avait le quartier Saint-Jean à Villeurbanne, dont on reparlera. 10 territoires, ça représente à peu près 2000 chômeurs de longue durée. Donc notre objectif, c'est de créer 2000 emplois pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômeurs de longue durée. Sur 3 des territoires actuellement, nous sommes proches de ce qu'on appelle l'exhaustivité. C'est-à-dire que tous les chômeurs volontaires sont embauchés. Nous y sommes proches. Ce n'est pas le cas pour Villeurbanne, parce que j'allais dire que le réservoir est particulièrement profond. Au moins dans ce quartier. Alors, quel est le principe, On parle de 3 convictions. La première, c'est que tout le monde est employable. Et que si les personnes se révèlent inemployables, c'est au terme du processus, ce n'est pas au début. Au début, on considère que tout le monde est employable. Dès lors qu'on fait l'inventaire des capacités des personnes, des souhaits des personnes, et qu'on essaye de trouver l'emploi qui correspond à ses capacités et à ses souhaits. La seconde conviction, c'est qu'il y a une masse considérable de travaux utiles. Comme c'est un système subventionné par l'État, il est clair qu'il ne faut pas aller sur des travaux qui feraient concurrence à l'emploi marchand existant ou aux emplois publics. Il faut se situer dans les interstices qui ne sont couverts ni par l'emploi marchand, ni par l'emploi public. Et il y en a une foultitude. C'est d'une variété extrême. Depuis l'entretien des espaces verts, le maraîchage, la fabrication de matelas en laine, la fabrication de couches lavables qui a disparu en France pour les bébés, l'aide à domicile des personnes en situation de difficulté, personnes âgées, les conciergeries d'immeubles, les garages solidaires. Bref, c'est un inventaire à la Prévert. Ce qui unit tous ces travaux, c'est qu'ils sont considérés comme utiles par les... J'ai oublié le coaching des élèves, excusez-moi. Ils sont considérés comme utiles par l'environnement et par la personne elle-même, qui retrouve sa dignité parce qu'elle fait un travail utile. C'est essentiel. On n'est pas en train de faire de l'occupationnel. On est en train de faire des travaux utiles.
Et vous savez, on n'a pas de difficulté parce qu'il y a un tel besoin de lien social dans notre société. Pas de référence aux événements récents. Un tel besoin de lien social et que on découvre des tas de travaux qui justement recréent du lien social. On a aussi tout ce qui contribue au bien-être des populations, au bien-être des personnes qui sont là. Et puis aussi, ces travaux utiles, ils doivent générer du chiffre d'affaires pour des raisons que j'évoquerai sur l'équilibre économique de cette affaire. La troisième conviction, c'est qu'il y a de l'argent. Nous sommes actuellement à 700 emplois. Sur ces 700 emplois, on a fait le calcul de ce que la puissance publique, c'est-à-dire l'État, les départements, les caisses d'allocation familiale, Pôle emploi, économise quand on met quelqu'un qui a un chômeur de longue durée, qu'on lui propose et on le met à l'emploi. Et aussi les recettes générées, puisque ces personnes n'avaient pas de ressources ou des ressources extrêmement faibles et qu'on leur offre le SMIC. Tout le monde est payé au SMIC. Tous les salariés sont payés au SMIC, avec un CDI. CDI. Quand on fait l'addition des économies réalisées et des recettes générées par le fait que les gens consomment plus, ce sont des personnes qui consomment pratiquement tout ce qu'elles gagnent. Quand vous êtes au SMIC, vous consommez tout ce que vous gagnez. Vous payez la TVA là-dessus. Vous alimentez le commerce local. Et quand on fait ce calcul, nous avons fait le calcul, on aboutit à un gain pour les puissances publiques de l'ordre de 20 000 euros par an. 20 000 euros par an, c'est à peu près de l'ordre du SMIC chargé. C'est-à-dire que quand l'État verse 18 000 euros, et l'an prochain 17 000, ou tout au moins en 2019, 17 000 euros, il retrouve dans l'année les recettes équivalentes à la dépense qu'il a faite. Et nous avons fait cette démonstration sur ATD avait fait un travail un peu macroéconomique qui aboutissait à ce résultat. Nous l'avons refait sur les 700 personnes que nous avons embauchées et nous sommes arrivés au même résultat. Et j'ai demandé d'ailleurs que l'inspection des finances fasse elle-même le calcul pour le valider. Mais actuellement, plus personne ne le conteste dans la sphère publique que lorsqu'on met quelqu'un au travail, à l'emploi, de cette manière, pratiquement, on économise ou on gagne, ce qui permet de payer le salaire. Alors évidemment, une entreprise n'a pas comme charge uniquement que les salaires des personnes. Et donc, il faut aller au-delà. On a fait le calcul du coût complet d'un emploi, c'est-à-dire la totalité des dépenses, salaires, amortissement des investissements, dépenses de fonctionnement, etc., impôts, taxes et autres, et qu'on divise par le nombre de salariés, on arrive à quelque chose entre 25 000 et 28 000 euros. Et la moyenne est autour de 28 000 euros. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont des charges d'investissement fortes et qui ont passé le cap des 28 000. On reçoit 18 000, bientôt 17 000. Les départements apportent 1 millier d'euros, puisqu'on leur demande de nous reverser le RSA qu'ils n'ont plus à payer. En moyenne, 1 millier d'euros, certains départements plus, d'autres moins. Donc on est autour de 18 000, 19 000, alors que le coût est de l'ordre de 28 000. Donc il faut dégager les chiffres d'affaires qui permettent de combler la différence. Et je pense que c'est sain, parce qu'il s'agit de véritables entreprises. Et je pense que les salariés sont sensibles au fait qu'il faut dégager de la recette, du chiffre d'affaires. Que c'est une activité qui, à côté du fait qu'elle accomplit des emplois utiles, dégage du chiffre d'affaires
je pense que c'est une question de dignité également pour les salariés. Alors la mise en œuvre est compliquée. Les territoires qui veulent s'engager là-dedans doivent prendre contact avec les chômeurs de longue durée, faire un premier inventaire des travaux utiles, les confronter avec les capacités et les souhaits des salariés. Il faut qu'un consensus se dégage sur le territoire. Le territoire, c'est 6 000, 7 000 personnes en moyenne. Il faut que toutes les forces vives du territoire soient engagées dans cette affaire. Ça se concrétise par la création d'un comité local qui est présidé par un élu, président de la communauté de communes, adjoint au maire de Villeurbanne, dans notre cas. Ce comité local va être le moniteur de cette opération. Et ce comité local crée une entreprise à but d'emploi. Et cette entreprise a un directeur et fonctionne comme une entreprise normale, ou à peu près normale. La caractéristique, c'est qu'elle recrute les personnes sans les sélectionner, par ordre chronologique d'inscription. Donc les gens rentrent dans l'entreprise à mesure que l'entreprise est capable de les embaucher, mais ils ne sont pas choisis par l'entreprise comme dans une entreprise normale, où les dirigeants choisissent les salariés qui recrutent. Là, ce n'est pas le cas. Alors, quels sont les premiers enseignements que nous tirons de cette expérimentation? Sur 10 territoires, je vous donne quand même la diversité des territoires. Vous avez Villeurbanne, un quartier politique de la ville, quartier Saint-Jean. Thiers, deux quartiers politiques de la ville également. Ça, c'est une petite ville. Villeurbanne, c'est une grande agglomération. Vous avez la métropole lilloise avec un quartier de Los, les Lilles au sud et un quartier de Tourcoing au nord. Paris 13, une partie du 13e arrondissement. Et puis des territoires beaucoup plus ruraux. Pipriac dans l'Ille-et-Vilaine, Mauléon dans les Deux-Sèvres, Jouques dans les Bouches-du-Rhône, une trentaine de kilomètres de Marseille, d'Aix, Colombey-les-Belles, au sud de Toul, très rural. Et Prémery, au nord de Nevers, également très rural. Colombelles, par contre, banlieue de Caen, plus industrielle. Et c'est cette diversité qui nous permet de tester les solutions, parce qu'on s'aperçoit que chaque territoire a sa vie propre, et que l'expérimentation n'est pas la même à Bordeaux, pas à Bordeaux-Saint-Jean, c'est la gare, à Villeurbanne-Saint-Jean ou à Pipriac. C'est deux expérimentations très différentes. Et je pense que c'est la richesse de cette expérimentation, mais notre objectif, c'est de déboucher sur une extension de cette expérimentation. Et donc une deuxième loi. Le président de la République, lorsqu'il a présenté la stratégie pauvreté le 13 septembre 2018, a annoncé l'extension de cette expérimentation. Donc nous sommes en train de la préparer sur la base du bilan que nous faisons, de l'évaluation qui est faite. Il y a un comité d'évaluation, évidemment, de cette expérimentation qui est constitué de personnes indépendantes nommées par le gouvernement et en liaison avec le ministère du Travail. Sur la base de cette évaluation, sur la base de notre propre bilan, parce que nous faisons notre propre bilan, il y aura une deuxième loi d'expérimentation, je pense, à la fin 2019.